Ma sœur a exigé que je fasse du babysitting pour qu'il puisse partir en vacances à Hawaï sans moi. J'ai refusé, elle m'a giflé, hurlant « Tu nous dois ». Maman a ri. Je n'ai rien dit, j'ai fait mes affaires, je suis sorti et j'ai annulé tous les paiements. 1 heure plus tard, ils appelaient suppliant la pitié. Je m'appelle Abigail, 28 ans, j'ai toujours été la personne responsable de ma famille. Pendant que mon compte en banque s'enrichissait grâce à des années de dur labeur, mes réserves émotionnelles s'épuisaient sous le poids des obligations familiales constantes. Mon point de rupture est arrivé lorsque ma sœur Diana a exigé que je garde ses enfants pendant 2 semaines pour qu'elle et son mari puissent partir en vacances à Hawaï sans moi. Lorsque j'ai refusé, sa paume a rencontré ma joue avec une telle force que cela a résonné dans tout le restaurant. Cette gifle a tout changé. Avant de vous raconter comment ma famille est passée de me traiter comme leur banque personnelle à supplier la pitié, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre famille. Ayant grandi dans un quartier moyen à Grand Rapids, Michigan, cela a façonné ma compréhension précoce des dynamiques familiales. Bien que plus jeune de 5 ans que ma sœur Diana, j'ai toujours assumé plus de responsabilités. Notre modeste maison à 2 étages abritait 4 personnes aux approches de vie très différentes. Mon père, Richard, travaillait comme comptable, faisant de longues heures pour subvenir à nos besoins, tandis que ma mère, Eleanor, dirigeait un petit salon de coiffure. Diana, maintenant âgée de 33 ans, était l'enfant favorite incontestée dès le premier jour. Mes parents n'ont jamais essayé de cacher leurs préférences. Quand Diana rentrait avec des notes moyennes, elle recevait des éloges et des récompenses pour avoir fait de son mieux, tandis que lorsque je rentrais avec d'excellentes notes, c'était simplement attendu. Papa reconnaissait occasionnellement mes réussites académiques par une tape rapide sur l'épaule, mais maman y prêtait à peine attention. Diana a reçu une voiture pour son 16e anniversaire malgré avoir échoué 2 fois à son permis de conduire. Lorsque mon 16e anniversaire est arrivé, j'ai reçu une carte avec $20 dedans et des instructions pour la garder pour l'université. Après le décès de papa d'une crise cardiaque quand j'avais 19 ans, les dynamiques familiales ont encore plus basculé. Maman est devenue encore plus protectrice envers Diana, comme pour compenser l'absence de papa. Pendant ce temps, je me suis plongé dans mes études, déterminé à bâtir une vie d'indépendance financière. Mon orientation académique a porté ses fruits. J'ai obtenu une bourse complète pour l'Université du Michigan, où j'ai obtenu mon diplôme avec mention en finance. Pendant que Diana passait par 3 différents community collèges sans obtenir de diplôme, j'ai décroché un stage dans un prestigieux cabinet de conseil durant ma 3e année. À 23 ans, j'avais un poste à temps plein avec avantages sociaux et une trajectoire de carrière prometteuse. Mon ascension professionnelle s'est poursuivie régulièrement. J'ai fait des heures supplémentaires, me suis porté volontaire pour des projets difficiles et j'ai bâti une réputation de fiabilité et d'innovation. À 25 ans, j'avais économisé suffisamment pour un acompte sur un petit appartement moderne au centre-ville de Grand Rapids. À 28 ans, mon salaire annuel a atteint 6 chiffres, me permettant de vivre confortablement tout en continuant à épargner pour la retraite. Diana a suivi un chemin très différent. Après avoir tenté sans conviction divers programmes universitaires, elle a rencontré Marc dans un bar à 24 ans. Marc, 35 ans, travaillait alors comme représentant commercial pour une entreprise locale de meubles. Leur romance fulgurante a abouti à un mariage après seulement 6 mois de fréquentation. Moins d'1 an plus tard, Diana a donné naissance à leur fille, Lily, maintenant âgée de 7 ans. Leur fils, Benjamin, a suivi 2 ans plus tard et a maintenant 5 ans. Malgré le fait que Marc gagne un salaire décent, Diana et sa famille vivaient dans un chaos financier perpétuel. Diana n'a jamais gardé un emploi plus de 8 mois, invoquant diverses raisons allant d'environnement de travail toxique à la nécessité de se concentrer sur les enfants. Leur appartement, bien qu'assez spacieux pour une famille de 4 personnes, semblait toujours encombré et en mauvais état. Les factures s'empilaient sur leur comptoir de cuisine, beaucoup portant des avis de coupure. Le schéma de dépendance financière s'est installé progressivement. Cela a commencé modestement durant ma dernière année d'université lorsque Diana a appelé pour demander $200 pour couvrir une réparation imprévue de voiture. J'ai envoyé l'argent immédiatement, inquiète pour ma sœur enceinte conduisant un véhicule dangereux. Elle a promis de me rembourser avec sa prochaine paie, mais ce remboursement n'a jamais eu lieu. Au fil des années, ces demandes d'urgence se sont multipliées en fréquence et en montant. Les factures médicales, les fournitures scolaires pour les enfants, les réparations imprévues de voitures, les retards de loyer et les frais de reconnexion des services publics sont devenus des dépenses régulières dans mon budget. Chaque fois,
Diana partageait des histoires larmoyantes sur la façon dont les enfants souffriraient sans mon aide. Chaque fois, le remboursement était promis mais jamais livré. L'année dernière seulement, j'ai couvert plus de 15 000 $ de dépenses pour Diana et sa famille. J'ai payé de nouveaux pneus pour leur voiture, un ordinateur portable pour Marc quand il prétendait en avoir besoin pour le travail, et j'ai même financé un voyage familial d'1 semaine en Floride parce que les enfants méritaient des vacances. Pendant ce temps, j'ai reporté mes propres rêves de vacances, me disant que la famille passait avant tout. Les tactiques de manipulation ont évolué parallèlement aux demandes financières. Diana a maîtrisé l'art du chantage affectif, me rappelant fréquemment que le sang est plus épais que l'eau et remettant en question si je les aimais vraiment si j'hésitais à fournir de l'argent. Maman renforçait ses messages, m'appelant égoïste chaque fois que j'exprimais des inquiétudes quant au drainage financier en cours. Diana est devenue particulièrement douée pour utiliser ses enfants comme levier émotionnel. Elle mettait Lily et Benjamin au téléphone pour demander si tante Abby pouvait aider à acheter des fournitures scolaires ou leur disait, à mon insu, que nous ne pouvions pas nous permettre de nouvelles chaussures ce mois-ci à moins que tante Abby ne nous aide. Les enfants, innocents dans cette manipulation, sont devenus des pions involontaires dans l'exploitation en cours. Mon ressentiment a grandi parallèlement au retrait de mon compte bancaire. J'ai commencé à éviter les dîners de famille, sachant qu'ils se termineraient inévitablement par une demande d'argent. J'ai filtré mes appels, ressentant une boule dans l'estomac chaque fois que le nom de Diana apparaissait sur mon téléphone. Pourtant, malgré ma prise de conscience croissante de la dynamique malsaine, j'ai continué à fournir un soutien financier, me disant que c'était temporaire, que Diana et Marc finiraient par devenir financièrement stables, que dire non ferait du mal aux enfants que j'aimais sincèrement. Dans mes moments les plus honnêtes, seul dans mon appartement, après avoir transféré une autre somme sur le compte de Diana, je me suis avoué la douloureuse vérité. Je continuais à donner, pas seulement pour les enfants, mais parce que le soutien financier était la seule façon dont je me sentais valorisé par ma famille. C'était comme si j'achetais l'affection qui aurait dû être donnée librement, payant mon entrée pour rester membre d'une famille qui me voyait comme un distributeur automatique plutôt qu'une sœur ou une fille. La première mention d'Hawaï est survenue lors d'un dîner familial du dimanche chez ma mère début avril. Ces réunions mensuelles étaient devenues des affaires prévisibles. Maman cuisinait, Diana dominait la conversation, Marc offrait des commentaires occasionnels sur le sport ou le travail, et j'écoutais tout en aidant à la vaisselle et en divertissant les enfants. Ce dimanche particulier, alors que j'aidais Lily à dessiner à la table de la cuisine, Diana est entrée en portant une pile de brochures de voyage glacées. « Regardez ce que Marc a ramené du travail hier », a-t-elle annoncé, étalant des photos de plages immaculées et de complexes de luxe sur la table. Un de ses clients possède une agence de voyage et lui a donné ses brochures pour Hawaï. Les photos sont absolument magnifiques. Maman a immédiatement exprimé son enthousiasme, parcourant les images de palmiers et d'eau turquoise. Quelles merveilleuses vacances en famille ce serait, a-t-elle dit, me regardant de manière significative. J'ai hoché la tête distraitement, pensant qu'il s'agissait simplement d'une autre conversation d'aspiration de Diana sur les endroits où elle aimerait voyager un jour. Au fur et à mesure du dîner, Diana a continué à faire référence à Hawaï, mentionnant des complexes hôteliers et des activités spécifiques. Le Grand Waileia a 5 piscines et un ascenseur aquatique. Les enfants adoreraient ça, a-t-elle dit en se resservant une deuxième portion de pommes de terre. Et Marc veut vraiment essayer des cours de surf. Ce n'est qu'à la fin du repas que j'ai remarqué que toutes les références au voyage n'incluaient que Diana, Marc et occasionnellement maman. Aucune mention de ma participation. Encore plus révélateur, Diana a fait plusieurs commentaires disant que Lily et Benjamin manqueraient leurs cousins à Hawaï, malgré mon statut sans enfant. L'implication subtile flottait dans l'air, mais je l'ai rejetée comme une formulation fortuite. 3 jours plus tard, Diana et Marc sont apparus à la porte de mon appartement sans prévenir. Je venais de rentrer du travail et j'étais encore en tenue d'affaires lorsque la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai vu le visage rayonnant de Diana et Marc se déplaçant mal à l'aise derrière elle, les mains profondément enfoncées dans ses poches. « Visite surprise, Diana », ai-je exclamé, en la poussant pour entrer dans le salon. « Nous avons quelque chose d'excitant à discuter avec vous. » Après avoir décliné mon offre de café, ils se sont installés sur mon canapé. Diana a immédiatement sorti les brochures hawaïennes désormais familières, ainsi que des itinéraires de vol imprimés et des confirmations de complexes hôteliers. Avec une anxiété croissante, j'ai réalisé que ce n'était pas une discussion de vacances hypothétique. « Alors, voici le plan », a dit Diana, étalant les papiers sur ma table basse. Marc et moi allons passer 2 semaines à Maui en juin. Nous avons trouvé une excellente affaire grâce à son client,
mais nous devons réserver dans la semaine pour la garantir. Marc hochait la tête en signe d'approbation, toujours sans me regarder directement dans les yeux. La réduction est substantielle, a-t-il ajouté. Près de 40% de réduction sur le tarif normal. Diana a continué sans pause. Maman pourrait nous rejoindre pour la deuxième semaine, selon qu'elle puisse trouver quelqu'un pour couvrir le salon. Elle a finalement levé les yeux, me fixant avec ce que j'ai reconnu comme son expression de demande de faveur. Et nous espérions que vous pourriez garder Lily et Benjamin pendant notre absence. La demande est restée suspendue dans l'air entre nous. 2 semaines de garde d'enfants pendant qu'ils partaient en vacances au paradis. Je suis restée silencieuse, traitant à la fois l'audace de la demande et la planification minutieuse qui avait manifestement été consacrée à cette embuscade. Les enfants vous adorent absolument, a insisté Diana, interprétant mon silence comme une considération plutôt que comme un choc. Et vous avez cette chambre d'amis libre dans votre appartement. Ce serait parfait pour eux. Et mon travail, ai-je finalement demandé. Je ne peux pas prendre 2 semaines de congé avec si peu de préavis. J'ai des rendez-vous avec des clients et des délais de projet. Diana a balayé ma préoccupation. Vous travaillez à domicile certains jours déjà. Faites cela pendant 2 semaines. Les enfants peuvent s'occuper d'eux-mêmes pendant vos heures de travail. Avant que je puisse formuler une réponse à cette suggestion déraisonnable, Marc s'éclaircit la gorge. Il y a encore une petite chose, a-t-il dit en jetant un coup d'œil à Diana. La réduction est incroyable, mais le coût total est toujours important. Nous espérions que vous pourriez nous aider avec certaines des dépenses. Combien, ai-je demandé, d'une voix plate. Diana a rayonné, interprétant ma question comme un accord. Juste $5 000. Cela couvrirait nos vols et la moitié des frais de complexe hôtelier. Nous nous occuperons du reste. La conversation a duré encore 30 minutes avec Diana décrivant leurs activités prévues et Marc mentionnant occasionnellement l'opportunité unique de leur vie que représentait ce voyage. Pas une seule fois, aucun d'eux n'a reconnu l'ampleur de ce qu'ils demandaient, 2 semaines de garde d'enfants à temps plein, plus une contribution de $5 000 pour des vacances qui m'excluaient entièrement. Lorsqu'ils sont finalement partis, je me suis assise dans un silence stupéfait dans mon salon, entouré des brochures hawaïennes qu'ils avaient délibérément laissées. Les images du paradis semblaient maintenant se moquer de moi, représentant non seulement des vacances auxquelles je n'étais pas invité à me joindre, mais auxquelles on s'attendait à ce que je finance partiellement. Mon hésitation initiale s'est rapidement solidifiée en détermination à refuser. J'avais récemment reçu une promotion importante qui s'accompagnait d'une augmentation des responsabilités. Notre équipe lançait un projet client majeur en juin qui nécessitait ma participation et ma supervision quotidienne. M'absenter 2 semaines durant cette période cruciale aurait été un suicide professionnel. De plus, j'économisais pour mes propres vacances depuis près de 2 ans, mettant soigneusement de côté des fonds pour un voyage solo à Bali. Les billets n'étaient pas encore achetés, mais j'avais fait des recherches approfondies et prévoyais de réserver dans le mois suivant pour un départ en septembre. Diana connaissait ces plans car je les avais mentionnés lors de précédentes réunions familiales. Le lendemain, j'ai appelé Diana avec ce que je pensais être un compromis raisonnable. J'ai proposé de l'aider à trouver et à vérifier un service de nounou professionnel et de contribuer à hauteur de $1 000 soit à leurs vacances, soit aux frais de garde d'enfants. J'ai expliqué mes engagements professionnels et lui ai gentiment rappelé mes propres projets de voyage à venir. La réponse de Diana a été immédiate et hostile. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste, a-t-elle claqué. Ce ne sont que 2 semaines de ta vie. Marc et moi n'avons jamais l'occasion de voyager parce que nous avons des enfants, contrairement à toi. La moindre des choses que tu puisses faire est de nous aider à avoir ces vacances. Ce rejet initial a déclenché une campagne de pression à grande échelle. Diana appelait tous les jours, chaque conversation commençant par des nouvelles banales avant de se tourner inévitablement vers le voyage à Hawaï. Elle envoyait des SMS contenant des photos de plages hawaïennes avec des légendes comme « Imagine à quel point ce serait relaxant pour nous, et nous avons vraiment besoin de cette pause parentale. » Maman s'est jointe à l'effort quelques jours plus tard. Son approche était centrée sur la remise en question de mon engagement envers la famille. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu ne peux pas aider ta sœur à profiter de vacances bien méritées, a-t-elle dit lors d'un appel, après tout ce qu'elle a fait pour toi. Lorsqu'on lui a demandé ce que Diana avait fait exactement pour moi, maman a vaguement fait référence à des souvenirs d'enfance et à Diana étant toujours là émotionnellement. L'ironie de cette affirmation n'a pas échappé à mon attention, mais argumenter était futile. La tactique la plus manipulative est survenue lorsque Diana a commencé à impliquer ses enfants. Elle a appris à Lily à m'appeler directement.
Sa petite voix demandant, Tante Abby. Maman dit que nous allons rester avec toi pendant 2 bonnes semaines pendant qu'ils vont sur une île spéciale. Pouvons-nous apporter nos maillots de bain pour la piscine de ton appartement? La pression s'est intensifiée chaque jour. Diana a commencé à mentionner des difficultés financières qui pourraient être résolues par l'opportunité incroyable que représentait cette réduction de vacances. Marc a été tellement stressé au travail, a-t-elle expliqué lors d'un appel. Ce voyage le revitaliserait, à terme, l'aiderait à gagner plus de commissions. C'est vraiment un investissement dans l'avenir de notre famille. 2 semaines après leur première visite, j'ai reçu un SMS de maman m'invitant à dîner au Riverside Grill, un restaurant haut de gamme du centre-ville. Le message mentionnait la célébration de ma récente promotion, ce qui a immédiatement déclenché la suspicion puisque ni maman ni Diana n'avaient montré beaucoup d'intérêt lorsque j'avais partagé la nouvelle pour la première fois un mois plus tôt. Le piège s'est refermé dès mon arrivée au restaurant. Non seulement Diana, Marc et maman attendaient à table, mais Lily et Benjamin étaient également présents, habillés de leurs plus beaux vêtements et visiblement préparés à bien se comporter. Ma mère avait choisi une table ronde au centre du restaurant, entourée d'autres convives, assurant ainsi que tout désaccord se déroulerait en pleine vue. Le dîner du point de rupture a commencé par des politesses superficielles alors que nous nous installions à nos places au Riverside Grill. Le restaurant bourdonnait de conversation et du tintement de la verrerie coûteuse. Diana s'était habillée pour l'occasion dans un nouveau chemisier que je n'avais jamais vu auparavant, tandis que Marc portait une chemise boutonnée qui avait encore des plis provenant de l'emballage. Maman me tapotait la main à travers la table, son sourire était serré et artificiel. « Commandons des apéritifs pour toute la table », a annoncé Diana, jetant à peine un coup d'œil au prix. « Le calamari ici est incroyable, et nous devrions aussi prendre le plateau de charcuterie. » Elle a fait signe au serveur sans attendre d'accord. Pendant que l'on prenait les commandes des boissons, j'ai remarqué que Diana et Marc avaient tous deux choisi des cocktails haut de gamme tandis que maman avait opté pour un vin coûteux. Benjamin a tiré sur ma manche, murmurant, « Maman a dit, tu paies parce que tu as reçu un prix spécial pour ton travail. » Les pièces se sont assemblées. Non seulement ce dîner était une embuscade concernant Hawaï, mais ils avaient aussi supposé que je paierais l'intégralité de la facture. Je n'ai rien dit, regardant les apéritifs être commandés avec abandon, suivis par certains des plats les plus chers du menu. Maman a choisi un steak à $40 tandis que Diana et Marc ont tous deux commandé des spécialités de fruits de mer avec des prix du marché. Entre les apéritifs et les plats principaux, Diana a tapoté son verre avec une cuillère, appelant l'attention. « Je voudrais porter un toast », a-t-elle annoncé à voix haute, s'assurant que les tables voisines pouvaient entendre. À ma merveilleuse sœur Abigail, qui non seulement a récemment reçu une promotion bien méritée, mais qui a également accepté de nous offrir le cadeau du temps à Marc et moi en s'occupant de nos merveilleux enfants pendant que nous prenons des vacances bien méritées à Hawaï le mois prochain. Les verres ont été levés avec expectative. Ma mère souriait. Marc a finalement croisé mon regard, avec un mélange de culpabilité et d'espoir dans son expression. Les enfants avaient l'air confus mais excités. Tous les yeux à table étaient fixés sur moi, attendant ma réponse reconnaissante à cette déclaration publique. Je n'ai jamais accepté cela, ai-je dit calmement mais fermement. Le sourire de Diana a vacillé momentanément avant de revenir, étiré et contre nature. Ne sois pas modeste, Abby. Nous en discutons depuis des semaines. Non, ai-je répondu, gardant ma voix égale. Vous me faites pression depuis des semaines. J'ai constamment expliqué que je ne pouvais pas prendre de congé pendant le lancement de notre projet majeur. J'ai proposé d'aider à trouver une garde d'enfants alternative et de contribuer financièrement, mais je ne peux pas garder les enfants pendant 2 semaines en juin. Un silence tendu s'est installé à notre table. Un serveur s'approchant avec les plats a senti l'atmosphère et s'est discrètement retiré. Mais nous avons déjà versé la compte, a dit Marc, l'air sincèrement inquiet. La réduction du client expire la semaine prochaine. Peut-être auriez-vous dû confirmer avec moi avant de prendre des engagements financiers basés sur mon travail non rémunéré, ai-je répondu, ma voix toujours calme malgré la colère qui montait en moi. Le visage de Diana est devenu rouge vif. « Et tes vacances ?» a-t-elle demandé. « Tu prévoyais aussi d'aller quelque part ?»« Oui, à Bali en septembre. » Après avoir économisé pendant 2 ans et planifié en fonction de mes engagements professionnels. Ma mère est intervenue d'un geste dédaigneux. « Tu peux reporter ton petit voyage. Nous parlons de famille. Diana et Marc ont plus besoin de ces vacances que toi. Ils ont des enfants, après tout. Mon voyage n'est pas petit et mon temps n'est pas moins précieux parce que je n'ai pas d'enfants, ai-je répondu,
ressentant un étrange calme alors que je verbalisais enfin des pensées longtemps refoulées. L'expression de Diana est passée de la colère au calcul. Et si on augmentait tes honoraires? Est-ce que 7 000 serait suffisant? C'est plus que juste pour 2 semaines de babysitting. Le mot « honoraire » m'a frappé comme une giclée d'eau froide. Pas un cadeau entre sœurs ou un soutien mutuel au sein d'une famille, mais une transaction, des honoraires pour services rendus. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je expliqué. J'ai des responsabilités professionnelles que je ne peux pas abandonner, et franchement, je suis fatigué d'être traité comme une ressource plutôt que comme un membre de la famille. Marc s'est remué inconfortablement sur son siège, étudiant la nappe. Les enfants s'étaient tus, sentant la tension des adultes, mais sans en comprendre la source. Benjamin s'est blotti contre mon bras tandis que Lily tordait nerveusement sa serviette. Diana s'est levée brusquement. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Abigail, viens avec moi. Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Ma mère a hoché la tête de manière encourageante, s'attendant clairement à ce que je suive et que je sois ramené à la raison. Contre mon meilleur jugement, je me suis levé et ai suivi Diana à travers le restaurant jusqu'aux toilettes. La porte de la salle de bain avait à peine fermé derrière nous quand Diana s'est tournée vers moi, son visage déformé par la rage. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle sifflé, me faisant passer pour une idiote devant tout le monde. Nous planifions ça depuis des mois. Vous avez planifié cela, les jeux corrigés, sans me consulter. J'ai été clair sur ma position. Ta position, Diana a ri amèrement. Ta position devrait être de soutenir ta famille. Qu'est-ce que tu fais d'autre de ta vie? Travailler et rentrer dans un appartement vide. Au moins aide ceux d'entre nous qui construisent quelque chose de significatif. L'implication que ma vie manquait de sens parce que j'avais choisi ma carrière plutôt que ma famille immédiate m'a blessé. Mais je suis resté ferme. J'ai construit une vie significative, Diana. Une qui ne tourne pas autour de l'exploitation des autres. Ses yeux se sont rétrécis dangereusement. Exploiter? C'est ça que tu penses être la famille? Prendre soin les uns des autres? Quand as-tu pris soin de moi pour la dernière fois, ai-je demandé calmement. Quand as-tu jamais pris en compte mes besoins ou soutenu mes objectifs? Diana s'est rapprochée, sa voix baissant à un murmure venimeux. Tu nous dois. Tu as tout cet argent et cette liberté parce que tu n'as pas de responsabilité comme nous. La moindre des choses que tu puisses faire est de partager certaines de ces ressources au lieu d'être si égoïste. J'ai partagé, ai-je répondu, des milliers de dollars chaque année. Fonds d'urgence, réparation de voitures, fournitures scolaires, factures médicales. J'ai donné et donné tout en ne recevant que des demandes de plus. Quelque chose en Diana s'est cassé à ce moment-là. Son visage déformé par une rage que je n'avais jamais vue auparavant, pas même dans nos disputes d'enfance. Rien, a-t-elle crié. Petite ingrate. Nous t'incluons dans les événements familiaux, même si tu es une bourreau de travail sans compétences sociales. Nous te laissons faire partie de la vie de nos enfants, même si tu n'en auras jamais des tiens, et c'est comme ça que tu nous rembourses. Sa main s'est déplacée si rapidement que je n'ai pas eu le temps de réagir. La gifle a frappé ma joue gauche avec une force surprenante, le craquement de la peau contre la peau résonnant dans la salle de bain carrelée. Ma tête a basculé sur le côté et une vive brûlure s'est répandue sur mon visage. Pendant plusieurs secondes, nous sommes restés figés sous le choc. Diana semblait aussi surprise par son action que moi. Puis son expression s'est durcie en un air de suffisance. « Tu le méritais » a-t-elle dit froidement. « Peut-être que ça te remettra les idées en place. » Elle m'a bousculé pour sortir de la salle de bain, me laissant seul avec ma joue qui brûlait et la clarté soudaine qui accompagne le choc physique. La femme dans le miroir semblait différente d'une manière ou d'une autre, les yeux plus grands, la posture plus droite, comme si quelque chose de fondamental avait changé en elle. J'ai pris plusieurs grandes respirations, aspergé mon visage d'eau froide et suis retourné à la table où la conversation s'était tue. Une marque rouge était clairement visible sur ma joue, mais personne ne l'a remarqué. Diana mangeait déjà son plat principal, arrivé pendant notre absence. Maman coupait son steak tandis que Marc regardait fixement son assiette. « Tout va bien ?» a demandé doucement Lily, remarquant mon expression. Avant que je puisse répondre, ma mère a ri bruyamment et artificiellement. « Oh, les sœurs sont des sœurs », a-t-elle dit à personne en particulier. Elles ont toujours été passionnées lorsqu'elles étaient en désaccord. Tu te souviens quand elles se sont disputées pour cette poupée à Noël quand elles étaient petites?
Sa façon décontractée d'ignorer l'agression qui venait de se produire était peut-être plus choquante que la gifle elle-même. Marc a continué à manger en silence, me lançant occasionnellement des regards mal à l'aise, mais ne disant rien pour me défendre. À cet instant, entouré de personnes qui prétendaient m'aimer, mais qui me traitaient avec un tel dédain, quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit. Ce n'était pas une famille au sens significatif du terme. C'était de l'exploitation enveloppée dans des liens du sang, de la manipulation déguisée en amour. La décision s'est formée dans mon esprit avec une clarté parfaite alors que j'étais assise à cette table de restaurant. Sans attirer l'attention, j'ai ramassé mon sac à main et ma veste sur le fond de ma chaise. Pas d'annonce dramatique, pas de confrontation larmoyante. Je me suis simplement levé et me suis éloigné de la table. « Où vas-tu » a demandé Diana vivement. « Nous n'avons pas fini le dîner. »« J'ai fini » ai-je répondu calmement. « Ne sois pas si sensible » a dit maman d'un geste dédaigneux. Diana ne le pensait pas. « Tu sais comment elle est. » Marc a gardé les yeux fixés sur son assiette, coupant son saumon en morceaux de plus en plus petits. Seuls les enfants avaient l'air vraiment inquiets, leur jeune visage reflétant la confusion face à la tension des adultes qu'ils pouvaient sentir mais pas comprendre. « Au revoir, tante Abby » a dit Benjamin, sa petite voix incertaine. J'ai doucement serré son épaule. « Au revoir, mon grand. » Puis je suis sorti calmement du restaurant et suis rentré dans l'air frais du soir. Dans ma voiture, je suis resté immobile pendant plusieurs minutes, ma main touchant occasionnellement la joue où l'empreinte de Diana était encore faiblement visible. Les larmes menaçaient, mais ne coulaient pas. Au lieu de cela, un étrange sentiment de paix s'est installé en moi, le genre de paix qui vient avec une certitude absolue. Alors que je rentrais chez moi, les souvenirs des enchevêtrements financiers avec ma famille ressurgissaient un par un. Les paiements automatiques prélevés sur mon compte vers celui de Diana pour des fonds d'urgence qui sont devenus inexplicablement des attentes mensuelles. Les frais de scolarité pour les enfants de leurs écoles privées que j'avais accepté de compléter temporairement il y a 2 ans. L'assurance automobile pour les véhicules de Diana et Marc qui avaient migré vers ma police lorsqu'ils avaient prétendu des difficultés financières. Il y avait la carte de crédit à laquelle j'avais ajouté Diana en tant qu'utilisatrice autorisée lorsqu'elle avait prétendu avoir besoin de construire un historique de crédit, mais que je payais toujours chaque mois. Le forfait téléphonique familial sous mon nom, les services de streaming, l'adhésion au club d'entrepôt, les virements mensuels sur le compte de ma mère pour l'aider avec les impôts fonciers. La liste s'allongeait à mesure que je cataloguais mentalement chaque lien financier. Au moment où j'ai atteint mon appartement, j'avais identifié plus d'une douzaine d'engagements financiers en cours envers ma famille, totalisant près de $3 000 par mois, sans compter les demandes d'urgence irrégulières qui représentaient en moyenne $1 000 supplémentaires chaque mois. Dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé une feuille de calcul détaillée. Chaque paiement, chaque compte, chaque lien financier entre mes ressources et les membres de ma famille. Le total en bas de l'écran était stupéfiant. Plus de $40 000 rien que l'année dernière, plus que le salaire annuel de nombreuses personnes, donné librement à des membres de la famille qui avaient réagi en exigeant une garde d'enfants et un financement partiel pour des vacances qui m'excluaient. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Barbara, ma conseillère financière, malgré l'heure tardive. Après avoir brièvement expliqué la situation, j'ai planifié une réunion d'urgence pour le lendemain matin. Ensuite, j'ai passé 2 heures à rechercher les obligations légales entre membres de la famille, confirmant ce que je suspectais déjà. Je n'avais aucune responsabilité légale de continuer l'un de ces soutiens financiers. La nuit a passé dans un brouillard de planification et de documentation. Au matin, j'avais créé une stratégie complète de séparation financière avec 3 phases claires, l'annulation immédiate du soutien discrétionnaire, la résiliation structurée des engagements en cours et la protection juridique de mes actifs pour l'avenir. À 9 heures, j'ai rencontré Barbara dans son bureau, la feuille de calcul en main. Je n'avais aucune idée que la situation avait atteint ce point, a-t-elle dit, en examinant les liens financiers. Ce n'est pas durable, Abigail, même avec vos revenus. Je sais, ai-je répondu. J'ai besoin d'y mettre fin, proprement et complètement. Barbara m'a aidé à prioriser les coupures financières, en commençant par les dépenses les plus discrétionnaires. À midi, j'avais retiré Diana en tant qu'utilisatrice autorisée de ma carte de crédit. J'ai annulé les virements mensuels automatiques sur les comptes de Diana et de ma mère. J'ai appelé l'école des enfants pour les informer que je ne contribuerai plus à la scolarité après le trimestre en cours. J'ai contacté mon agent d'assurance pour retirer les véhicules de Diana et Marc de ma police. J'ai résilié le forfait téléphonique familial avec effet immédiat.
J'ai annulé les services d'abonnement que ma famille utilisait. Chaque action a apporté un étrange mélange d'anxiété et de soulagement. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je passais les appels, mais ma voix restait ferme. Il ne s'agissait pas d'une réaction émotionnelle, mais d'une correction financière nécessaire. Cet après-midi-là, j'ai rédigé un email clair et factuel à Diana, Marc et ma mère. Pas d'accusation, pas de langage émotionnel, juste un compte rendu direct des changements financiers que j'avais mis en œuvre et du calendrier pour les transitions restantes. J'ai expliqué que je continuerais à couvrir les frais de scolarité jusqu'à la fin du trimestre actuel pour éviter de perturber l'éducation des enfants, mais tout autre soutien avait cessé avec effet immédiat. L'email se concluait par une simple déclaration, après mûre réflexion, j'ai réalisé que notre relation financière actuelle est malsaine pour toutes les parties concernées. Ce changement permettra à chacun d'entre nous d'établir une indépendance financière appropriée. Je vous souhaite le meilleur dans vos futurs projets. Après avoir envoyé l'email, j'ai franchi une dernière étape pour établir des limites. J'ai changé mon numéro de téléphone personnel, créant un nouveau filtre de mail pour trier automatiquement les messages familiaux dans un dossier séparé que je pouvais consulter à ma guise. J'ai ajusté les paramètres de confidentialité sur tous mes comptes de réseaux sociaux et informé la sécurité de mon lieu de travail que les membres de ma famille ne devaient pas être admis dans le bâtiment sans autorisation préalable. En soirée, les aspects pratiques de la séparation financière étaient terminés. Je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, regardant le coucher du soleil et me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les appels téléphoniques viendraient bientôt. Je savais que les accusations et les chantages s'intensifieraient avant de s'apaiser. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais choisi mon propre bien-être plutôt que les attentes familiales. La famille devrait vous élever, pas vous drainer, ai-je dit à voix haute à l'air du soir, un mantra auquel je reviendrai maintes fois dans les jours difficiles à venir. La première phase des répercussions a commencé 1 heure après l'envoi de l'email. Mon téléphone, maintenant avec un nouveau numéro, est resté silencieux, mais ma boîte de réception de mai a commencé à se remplir de messages de Diana. La progression était fascinante dans sa prévisibilité. Sa première réponse exprimait de la confusion. Il doit y avoir une erreur avec la banque. Ma carte a été refusée lorsque j'ai essayé d'acheter des épiceries. Pouvez-vous vérifier tout de suite? Lorsque je n'ai pas répondu immédiatement, le deuxième email est arrivé 20 minutes plus tard. Je viens de voir ton drôle de mail. C'est une sorte de blague? Appelle-moi dès que possible. À la 3e heure, le déni s'était transformé en colère. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi. Les enfants pleurent parce que j'ai dû leur dire que nous ne pouvons pas payer leur camp d'été maintenant. J'espère que tu es heureuse de savoir que tu as fait souffrir ta nièce et ton neveu. La réponse de ma mère a mis plus de temps, mais a suivi un schéma similaire. Son premier message tentait de minimiser la situation. Abigail, ma chère, je pense que tu réagis de manière excessive à une petite dispute entre sœurs. Diana a toujours eu du tempérament. Tu le sais. Discutons comme des adultes au lieu de prendre des décisions financières hâtives. La contribution de Marc était brève et gênante. Je comprends que tu sois en colère contre Diana, mais s'il te plaît, considère l'impact sur les enfants. Peut-être pouvons-nous trouver un compromis. J'ai lu chaque message mais n'ai répondu à aucun, suivant le plan de limite que j'avais établi. Les emails seraient reconnus mais pas engagés avant que je sois prête à établir de nouvelles conditions pour notre relation. Le deuxième jour a vu une escalade. Diana a tenté d'appeler mon ancien numéro à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux de plus en plus paniqués qui m'étaient ensuite envoyés par email sous forme de fichiers audio. Tu ne peux pas nous couper comme ça, sa voix tremblait dans un message. Nous avons des factures à payer cette semaine. Le chèque de commission de Marc n'arrive que vendredi prochain. Ma mère a adopté une approche plus directe, se présentant à mon immeuble de bureau vers l'heure du déjeuner. La sécurité a appelé, conformément à mes instructions, et l'a poliment renvoyé. Cela a déclenché un email cinglant concernant mon humiliation par l'égard de ma propre fille et des accusations selon lesquelles je devenais une élitiste qui oubliait d'où elle venait. Le développement le plus troublant est survenu ce soir-là lorsque j'ai découvert que Diana avait posté un long message sur les réseaux sociaux décrivant comment sa sœur Prosper les avait abandonnés sans préavis et comment ils avaient du mal à nourrir les enfants en conséquence. La publication taguait plusieurs membres de la famille élargie et des amis proches, clairement conçue pour susciter une pression sociale à mon encontre. La cousine Samantha a appelé ce soir-là, la seule membre de la famille avec mon nouveau numéro, grâce à ma liste de contacts d'urgence au travail.
Que se passe-t-il avec Diana, a-t-elle demandé sans préambule. Elle dit à tout le monde que tu les as coupés complètement sans avertissement, et maintenant ils ne peuvent pas s'acheter de quoi manger. J'ai expliqué la situation calmement, y compris les années de soutien financier, la demande d'Hawaï et, oui, la gifle. Le scepticisme initial de Samantha s'est estompé à mesure que je partageais des détails spécifiques. Ça a du sens en fait, a-t-elle admis. Diana a toujours eu un côté prétentieux, même enfant, et tante Eleanor l'a constamment encouragée. À la fin de notre conversation, Samantha avait promis de corriger discrètement le récit auprès d'autres membres de la famille. Tu as bien fait, m'a-t-elle assuré. Ça aurait dû arriver il y a des années. La troisième phase des répercussions a commencé environ une semaine après la coupure. Le déni et la colère s'étant avérés inefficaces, la négociation est devenue la nouvelle stratégie. Les emails de Diana ont radicalement changé de ton, reconnaissant des problèmes de communication et suggérant que nous avions toutes deux fait des erreurs. Nous pourrions réduire le voyage à Hawaï, une proposition dans un message. Peut-être juste un long week-end au lieu de 2 semaines et nous n'aurions pas besoin que tu gardes les enfants ou que tu contribues financièrement. Ma mère a essayé une autre approche. Ta sœur traverse une période difficile en ce moment. Je sais qu'elle a fait des erreurs dans sa façon de t'aborder, mais la famille se soutient dans les moments difficiles. Peut-être pourrais-tu rétablir juste le soutien mensuel jusqu'à ce qu'il se redresse. Marc a envoyé un SMS maladroit à mon email professionnel. Je comprends ta position et je respecte ta décision. Si tu pouvais envisager un prêt unique pour nous aider à nous adapter à ce nouvel arrangement, nous serions reconnaissants. Nous pouvons discuter des modalités de remboursement. J'ai continué ma politique de lecture mais de non-réponse, laissant la pleine réalité de la situation s'installer pour toutes les parties concernées. Les séances de conseil financier avec Barbara ont confirmé que je prenais la bonne décision, tant pour moi que, finalement, pour les membres de ma famille qui avaient besoin de développer leur indépendance financière. La 4e phase a révélé les conséquences pratiques de ma décision. Les publications de Diana sur les réseaux sociaux se sont abruptement arrêtées lorsqu'elle a probablement réalisé qu'elle ne générait pas la sympathie ou la pression attendue. Au lieu de cela, j'ai reçu un email TUR m'informant qu'ils avaient été contraints d'annuler le voyage à Hawaï et avaient perdu la compte en raison de mon égoïsme. Un avis formel de la compagnie d'assurance a confirmé que Diana et Marc avaient été informés que leur véhicule ne serait plus couvert par ma police à compter de 30 jours. Une notification similaire de la compagnie de téléphonie mobile indiquait que le service serait résilié à la fin du cycle de facturation à moins qu'ils n'établissent leur propre compte. Les écoles des enfants ont envoyé un email poli reconnaissant ma décision d'interrompre le soutien à la scolarité après le trimestre en cours et confirmant qu'ils avaient informé les parents du changement. La conseillère scolaire, Jessica, a appelé pour vérifier s'il y avait des circonstances familiales dont elle devrait être au courant et qui pourraient affecter le bien-être des enfants. Les enfants sont aimés et ne sont pas en danger, ai-je assuré, il s'agit strictement d'une limite financière établie entre membres de la famille adulte. La 5e phase a apporté les tentatives de manipulation les plus dramatiques. 2 semaines après la coupure, j'ai reçu un email urgent de Marc m'informant que Diana avait souffert d'une grave crise de panique et avait été transportée aux urgences. Le médecin dit que c'est dû à un stress extrême, a-t-il écrit, elle ne cesse de demander après toi. J'ai appelé directement l'hôpital plutôt que de répondre à Marc. L'infirmière a confirmé que Diana avait été traitée et libérée avec une recommandation de suivi auprès de son médecin traitant. Rien de grave d'un point de vue médical, m'a assuré l'infirmière lorsque je me suis identifié comme un membre de la famille. Le lendemain, ma mère a laissé un message vocal affirmant que sa tension artérielle avait grimpé en flèche en raison du conflit familial et que son médecin était très préoccupé par un risque potentiel d'accident vasculaire cérébral. Là encore, je n'ai pas répondu directement, mais j'ai appelé discrètement sa voisine Irène, qui a confirmé que ma mère semblait parfaitement bien et qu'elle jardinait vigoureusement ce matin-là. La dernière mesure désespérée est venue sous la forme d'un email de Marc avec l'objet « Crise financière urgente ». Le message expliquait qu'en l'absence de mon soutien, ils faisaient face à un possible déguerpissement et à la reprise de leur véhicule. Nous serons littéralement sans abri d'ici la fin du mois, a-t-il écrit. S'il vous plaît, si vous avez encore une once de compassion, aidez-nous une dernière fois. J'ai transmis l'email à Barbara, qui a confirmé mes soupçons. D'après ce que vous m'avez dit de leurs revenus, ils devraient pouvoir couvrir les frais de logement et de transport de base, a-t-elle noté. Ils devront peut-être réduire leur taille ou ajuster leur style de vie, mais le sans-abrisme est une exagération extrême conçue pour déclencher votre culpabilité. Armé de cette confirmation, j'ai gardé le silence.
La limite tenait bon malgré les tentatives croissantes de la franchir. Chaque jour qui passait sans mon intervention financière obligeait ma famille à confronter la réalité de sa situation et à commencer le processus d'ajustement. C'était douloureux mais nécessaire, comme replacer un os cassé pour qu'il puisse guérir correctement. Alors que l'intensité du drame familial diminuait, je me suis tourné vers la reconstruction de ma propre vie. La première étape a impliqué une aide professionnelle. J'ai planifié des séances hebdomadaires avec le docteur Jessica Thompson, une thérapeute spécialisée dans les problèmes de relations familiales. Ce que vous vivez est un processus de deuil normal, a expliqué le docteur Thompson lors de notre première séance. Même si vous avez pris la bonne décision, vous pleurez la relation familiale que vous auriez souhaité avoir plutôt que celle qui existait réellement. Ces séances ont apporté un soutien crucial alors que je naviguais dans les émotions complexes entourant ma décision. Le docteur Thompson m'a aidé à identifier les schémas malsains que j'avais intériorisés, en particulier la croyance que ma valeur pour ma famille était principalement financière plutôt qu'émotionnelle. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez fournir, m'a-t-elle rappelé dans les moments où la culpabilité menaçait de submerger ma résolution. Au-delà de la thérapie, j'ai commencé à renouer avec des amitiés qui s'étaient flétries sous les demandes constantes des obligations familiales. Mon ami d'université Heather a répondu avec une chaleur immédiate lorsque je l'ai contacté après près d'un an de contact minimal. « Tu m'as manqué », a-t-elle dit simplement lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café. « Tu semblais disparaître dans les affaires familiales chaque fois que nous faisions des projets. » La vérité de son observation m'a frappé. Combien d'événements sociaux avais-je manqué à cause d'urgences de dernière minute de Diana? Combien d'amitiés potentielles avaient disparu parce que je priorisais les demandes familiales plutôt que de nouer de nouvelles relations? Au travail, ma collègue Rachel est devenue une source de soutien particulièrement importante. Lorsque Diana a tenté de créer une scène dans le hall du bureau avant que la sécurité n'intervienne, Rachel a été témoin du tumulte et m'a offert une oreille attentive par la suite. Mon frère était pareil, m'a-t-elle confié alors que nous partagions notre déjeuner dans la salle de pause. Toujours en crise, toujours besoin d'argent. Il m'a fallu des années pour établir des limites. La compréhension de Rachel venait de son expérience vécue, rendant ses perspectives particulièrement précieuses. Elle m'a fait découvrir des forums en ligne pour les personnes aux prises avec des membres de la famille financièrement exploitants, des communautés où des histoires similaires à la mienne étaient partagées quotidiennement. Les conséquences professionnelles de la séparation familiale se sont avérées étonnamment positives. Sans les interruptions constantes des urgences familiales, ma concentration au travail s'est considérablement aiguisée. Le projet client majeur a été lancé avec succès, lui valant la reconnaissance de la haute direction. Mon patron Michael m'a convoqué dans son bureau après une présentation particulièrement efficace. Quels que soient les changements personnels que vous avez apportés récemment, ils fonctionnent pour vous sur le plan professionnel, a-t-il noté. Votre concentration et votre créativité ont atteint de nouveaux niveaux. Lorsque j'ai brièvement expliqué la situation familiale, Michael m'a confié qu'il avait mis en place des limites similaires avec son propre frère il y a des années. L'entreprise dispose de ressources si vous avez besoin de soutien, a-t-il proposé. Notre programme d'aide aux employés comprend des consultations juridiques si les choses s'aggravent. Cette conversation a conduit à une opportunité inattendue lorsque Michael m'a recommandé pour un programme spécial de développement du leadership, quelque chose qui aurait été impossible à gérer tout en servant de filet de sécurité financier à ma famille. Alors que ma vie professionnelle s'épanouissait, j'ai commencé à explorer plus en profondeur le concept de famille, cherchant à comprendre les dynamiques qui avaient conduit à une telle dysfonction dans ma propre expérience. Des livres sur les systèmes familiaux toxiques et les schémas générationnels ont fourni un contexte précieux, m'aidant à comprendre comment le comportement d'incitation de ma mère envers Diana avait des racines dans sa propre éducation. J'ai rejoint un groupe de soutien pour adultes, établissant des limites avec les membres de ma famille, se rencontrant toutes les 2 semaines dans un centre communautaire du centre-ville. Les histoires partagées dans ce cercle allaient de l'exploitation financière similaire à la mienne à des formes plus graves d'abus émotionnels et psychologiques. Ensemble, nous pratiquions des techniques pour maintenir les limites et traiter la culpabilité qui les accompagnait souvent. La famille est censée être une source de force, pas un drain constant, a expliqué Sophia, notre animatrice de groupe. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est d'arrêter d'encourager les comportements destructeurs. Parmi les aspects les plus difficiles de cette période, il y avait la détermination de la manière de maintenir une relation avec ma nièce et mon neveu sans encourager leurs parents. Après 2 mois de séparation complète, j'ai envoyé un email soigneusement formulé à Marc suggérant des visites supervisées avec les enfants dans des lieux publics. À ma grande surprise, il a répondu positivement,
reconnaissant peut-être que l'accès à leur tante offrait une stabilité aux enfants pendant cette transition. Notre première rencontre a eu lieu dans un parc local, Marc étant assis à distance pendant que je poussais les enfants sur les balançoires et écoutais leurs histoires de l'école. Lily, perspicace pour ses 7 ans, a fini par poser la question que je redoutais. « Tu es fâché contre maman ? Elle dit que tu ne nous aimes plus parce que tu as arrêté de nous aider. » Je me suis agenouillé à sa hauteur, choisissant mes mots avec soin. « Je vous aime beaucoup, toi et Benjamin. Cela ne changera jamais. Ta mère et moi avons eu des désaccords sur la façon dont les familles devraient s'entraider. Cela n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour vous. » Cette explication simplifiée semblait la satisfaire, et nos visites mensuelles au parc sont devenues une routine précieuse, s'étendant progressivement pour inclure des sorties au musée et des déjeuners occasionnels. Alors que le printemps se transformait en été, un développement inattendu a apporté une nouvelle joie à ma vie reconstruite. Lors d'un cours de photographie le week-end auquel je m'étais inscrite pour redécouvrir d'anciens passe-temps, j'ai rencontré Andrew, un architecte paysagiste aux yeux gentils et à l'attitude réfléchie. Notre conversation s'est facilement déroulée des réglages de l'appareil photo au sentier de randonnée préféré, et à la fin du cours de 6 semaines, nous avions établi un rythme confortable de café et de promenade le long de la rivière. « Parle-moi de ta famille », a-t-il demandé lors d'une de ces promenades. La question que j'avais fini par redouter dans les nouvelles relations. À ma surprise, la version simplifiée des événements s'est déroulée facilement, sans la honte ni la défensive que j'avais anticipée. Andrew a écouté attentivement, hochant la tête au point clé. « Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, a-t-il partagé par la suite. Mon père a utilisé l'argent pour essayer de me contrôler, ma mère et moi, pendant des années. Elle a finalement coupé les liens financiers complètement quand j'étais au lycée, même si cela signifiait déménager dans un appartement beaucoup plus petit. C'était la décision la plus saine qu'elle ait jamais prise pour nous deux. Sa compréhension venait de son expérience vécue, le rendant exceptionnellement apte à respecter les limites que j'avais établies. Lorsqu'il m'a invité à dîner avec sa mère, Martha, le mois suivant, j'ai observé de première main à quoi pouvait ressembler une relation parent-enfant saine, respect mutuel, limites appropriées et affection authentique non liées à un échange financier. Alors que septembre approchait, j'ai revisité mes projets de Bali longtemps reportés. Le voyage qui avait autrefois semblé impossiblement égoïste représentait maintenant une étape importante dans mon parcours vers la priorisation de soi. Avec les encouragements du Dr Thompson, j'ai réservé des billets pour une aventure solo de 3 semaines, les plus longues vacances que j'ai jamais prises. Tu l'as mérité, a insisté Rachel lors de notre déjeuner d'adieu avant mon départ. Envoie plein de photos, mais prends aussi le temps d'être simplement présente là-bas. Le voyage à Bali a dépassé toutes les attentes. Du yoga au lever du soleil surplombant les rizières aux conversations avec d'autres voyageurs du monde entier, chaque jour apportait de nouvelles perspectives et des joies tranquilles. Assise sur une plage de sable noir regardant le coucher du soleil lors de ma dernière soirée, j'ai réfléchi au parcours remarquable des 6 derniers mois. La femme qui avait toléré une gifle dans une salle de bain de restaurant se déplaçait désormais dans le monde avec confiance et des limites claires. La professionnelle qui avait constamment interrompu son travail pour des urgences familiales avait obtenu une place dans un programme de leadership prestigieux. La sœur et la fille qui avaient mesuré leur valeur par leur contribution financière comprenaient maintenant leur valeur intrinsèque. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, j'ai pris une décision concernant la voie à suivre avec ma famille. Pas un retour aux anciens schémas, mais pas non plus une rupture complète. Il y aurait une reconnexion soigneusement structurée selon de nouvelles conditions, des conditions qui honoraient ma valeur au-delà de ce que je pouvais fournir financièrement. 6 mois après la confrontation au restaurant, j'ai accepté de rencontrer Diana dans un lieu neutre, un café équidistant de nos domiciles. La femme qui s'est glissée dans la banquette en face de moi ne ressemblait guère à la sœur exigeante que j'avais soutenue pendant des années. Les vêtements de créateur de Diana avaient été remplacés par un simple jean et un pull du grand magasin. Les cheveux décolorés étaient maintenant de leur brun naturel, tirés en queue de cheval pratique. « Merci d'avoir accepté de te rencontrer », a-t-elle commencé, les mains serrées autour de sa tasse. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit, laissant le silence l'encourager à continuer. Les derniers mois ont été. Elle a marqué une pause, cherchant ses mots. Difficile, mais nécessaire, je crois. Notre conversation a progressé avec prudence, comme 2 personnes parlant une langue nouvellement apprise. Diana a expliqué qu'après la stupeur et la colère initiale, elle et Marc avaient été contraints de réévaluer complètement leur situation financière. Ils avaient déménagé dans un appartement plus petit,
réduisant leur loyer de près de 40%. Marc avait accepté un travail le week-end en tant que chauffeur pour un service de covoiturage afin de compléter son revenu de commission. Le plus surprenant, c'est que Diana avait obtenu un emploi stable en tant qu'assistante administrative dans un cabinet médical local. Ce n'est pas glamour, a-t-elle admis, mais les horaires conviennent à l'emploi du temps scolaire des enfants et ils offrent des avantages après 90 jours. J'ai partagé des détails limités sur ma propre vie, le programme de leadership au travail, le cours de photographie, mon voyage à Bali. Diana écoutait avec ce qui semblait être un intérêt sincère, sans le ressentiment à peine voilé qui avait caractérisé les conversations précédentes sur mes réalisations. Maman a du mal à s'adapter, a dit Diana alors que notre rencontre touchait à sa fin. Elle dit toujours que tu reviendras à la raison un jour, mais je pense que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je n'aurais pas admis ça il y a 6 mois, mais nous avons profité de ta générosité pendant des années. Cette reconnaissance, aussi petite soit-elle, représentait une croissance significative. Nous nous sommes séparés avec un bref câlin maladroit et un plan tentative pour nous revoir le mois suivant. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré ma mère chez elle. La conversation s'est avérée plus difficile, sa perspective étant plus fermement ancrée dans l'obligation familiale traditionnelle. Les familles cèdent, a-t-elle insisté, versant du thé dans des tasses délicates que je reconnaissais de mon enfance. C'est ce que nous faisons. L'aide devrait être réciproque, ai-je répliqué doucement, et elle ne devrait pas venir avec des gifles ou de l'humiliation publique lorsqu'elle est refusée. Nous avons tourné autour de ces désaccords fondamentaux pendant près de 2 heures, trouvant peu de terrain d'entente. Pourtant, même dans sa résistance, j'ai noté de petits changements. Les chantages affectifs étaient moins ciblés, la manipulation moins habile. Plus révélateur encore, elle n'a pas demandé d'argent une seule fois pendant notre visite. À l'approche de l'hiver, j'ai établi un système clair de limites pour les contacts familiaux. Je rencontrerai Diana et les enfants une fois par mois pour une activité choisie par les enfants. Je rendrai visite à ma mère pour le dîner du dimanche une fois toutes les 6 semaines. Tous les enchevêtrements financiers restaient fermement rompus, sans exception pour les urgences ou les occasions spéciales. Au début, ces limites ont été testées régulièrement. Diana a mentionné des frais d'activité scolaire qu'elle avait du mal à payer. Maman a fait allusion à des augmentations d'impôts fonciers. Chaque fois, j'ai répondu avec empathie mais fermeté. Cela semble difficile. Je suis sûr que vous trouverez une solution qui convienne à votre budget. Au fil du temps, les demandes financières ont diminué et ont finalement cessé. Nos conversations, bien que jamais complètement confortables, se sont orientées vers un partage authentique plutôt que vers une manipulation à peine déguisée. Le résultat le plus inattendu de la séparation a été la croissance qu'elle a suscitée chez les membres de ma famille. Diana, confrontée à des conséquences réelles pour son irresponsabilité financière, a développé des compétences en budgétisation dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant. Elle a ouvert un compte d'épargne et m'a fièrement informé quand il a atteint 1 000 $ pour de véritables urgences, pas pour des vacances. Marc, libéré du filet de sécurité de mon soutien financier, est devenu plus affirmé au travail, négociant avec succès une meilleure structure de commission avec son employeur. Je me contentais de moins parce que je savais que tu comblerais les lacunes, a-t-il admis lors d'une rare conversation en tête-à-tête pendant que Diana emmenait les enfants prendre une glace. Même ma mère a montré des signes subtils de changement. Après des décennies à encourager la dépendance de Diana, elle a commencé à encourager l'indépendance nouvellement acquise de sa fille aînée. Ta sœur a réussi cette promotion au travail entièrement par elle-même, a-t-elle mentionné lors d'un de nos dîners, avec une note de surprise et de fierté dans la voix. Ma relation avec les enfants a également évolué positivement. Plutôt que d'être la tante qui offrait des cadeaux et des friandises, je suis devenu quelqu'un qui offrait des expériences et de l'attention. Nos sorties mensuelles dans les musées, les parcs et les événements communautaires ont établi des liens authentiques basés sur des intérêts communs plutôt que sur des échanges matériels. Lily a développé un enthousiasme pour la photographie après que je l'ai laissé utiliser mon appareil photo lors d'une visite au jardin botanique. Benjamin a découvert l'amour de la construction lorsque nous avons participé à un atelier d'architecture pour enfants au musée local. Ces connexions basées sur des intérêts mutuels plutôt que sur une dépendance financière semblaient plus authentiques que tout ce que nous avions partagé auparavant. Ma transformation personnelle s'est poursuivie parallèlement à ces changements familiaux. La relation avec Andrew s'est approfondie progressivement, bâtie sur le respect mutuel et une communication claire. Contrairement aux relations précédentes où j'avais automatiquement assumé le rôle de pourvoyeuse et de solutionneuse de problèmes, cette connexion s'est développée avec un juste équilibre.
J'apprécie à quel point tu es direct concernant les limites, a commenté Andrew après que j'ai clairement indiqué mon besoin de temps seul un week-end. Cela permet de comprendre facilement où nous en sommes mutuellement. Ma vie professionnelle s'est épanouie sous la liberté d'une crise familiale constante. Le programme de leadership a conduit à une promotion significative avec des responsabilités supplémentaires qui m'ont mis au défi et m'ont engagé. Les collègues qui me connaissaient auparavant comme fiable mais réservé ont maintenant commenté ma confiance et ma créativité accrue. Tu occupes l'espace dans une pièce différemment maintenant, a observé Rachel après que j'ai dirigé avec succès une présentation client. Comme si tu connaissais ta valeur et que tu ne t'en excusais pas, cette nouvelle confiance s'est étendue au-delà du travail dans tous les aspects de ma vie. J'ai fait du bénévolat pour des organisations communautaires, j'ai rejoint un groupe de randonnée le week-end et j'ai même suivi un cours de prise de parole en public qui m'aurait terrifié il y a un an. Chaque nouvelle expérience a renforcé ce que la thérapie m'enseignait depuis le début. Ma valeur était intrinsèque, non déterminée par ce que je pouvais fournir aux autres. Alors que le premier anniversaire de la confrontation approchait, j'ai réfléchi aux leçons profondes que ce voyage m'avait enseignées. Le véritable amour n'exploite pas et n'exige pas. Il respecte et nourrit. Parfois, aider signifie ne pas aider, permettre aux autres de développer leurs propres ressources et leur résilience. Le pardon est possible sans revenir à des schémas nuisibles. Plus important encore, le respect de soi forme le fondement sur lequel toutes les relations saines doivent être construites. Mes relations familiales ne seraient jamais ce que j'avais imaginé autrefois, chaleureuses, solidaires et simples. Au lieu de cela, elles avaient évolué vers quelque chose de plus réaliste, des connexions imparfaites entre individus imparfaits régis par des limites claires et un respect mutuel. Il y avait encore de la maladresse, des tensions occasionnelles et le poids des blessures passées pas entièrement guéries. Mais il y avait aussi de la croissance, de l'authenticité et la liberté qui découlent de la vérité. La gifle qui avait autrefois semblé être une fin avait en réalité été un début, douloureux, mais nécessaire, comme tant de transformations significatives. En disant non à l'exploitation déguisée en obligation familiale, j'avais ouvert la porte à une connexion authentique basée sur le choix plutôt que sur la coercition, sur le respect plutôt que sur l'exigence. Alors que je regardais le coucher du soleil depuis mon balcon ce soir, je ressens une profonde gratitude pour le parcours difficile de l'année écoulée. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres est de tracer une ligne, même quand ça fait mal, même quand il semble plus facile de continuer dans une dysfonction confortable. La vraie famille, qu'elle soit biologique ou choisie, soutient votre croissance au lieu de la restreindre, célèbre votre succès au lieu de l'exploiter, et respecte vos limites au lieu de vous punir pour elles. Avez-vous jamais dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui vous prenaient pour acquis? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver le courage de dire enfin, ça suffit? Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la reprise de votre pouvoir dans les relations toxiques. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a parlé et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que votre valeur n'est jamais déterminée par la quantité que vous donnez, mais par qui vous êtes authentiquement.